Vers 5 heures de l'après-midi, nous rentrâmes à Monte-Carlo. J'avais alors un rendez-vous avec des parents qu'il ne m'était plus possible de différer. Et à vrai dire, je désirais profondément une pause, une détente à cette violente exaltation de mon sentiment. Car c'était trop de bonheur. Je sentais qu'il me fallait une diversion à cet état d'extase et d'ardeur excessive, comme je n'en avais jamais connu de semblable dans mon existence. Aussi, je priais mon protégé de venir avec moi à l'hôtel, seulement pour un instant. Là, dans ma chambre, je lui remis l'argent nécessaire pour le voyage et pour dégager la parure. Nous convîmes que pendant mon rendez-vous, il irait prendre son billet au chemin de fer. Puis le soir, à 7 heures, nous nous rencontrerions dans le hall de la gare une demi-heure avant le départ du train qui, par Gênes, le ramènerait chez lui. Lorsque je voulus lui tendre les 5 billets de banque, ses lèvres devinrent d'une pâleur singulière. Non, pas d'argent. Je vous en prie, pas d'argent, fit-il entre ses dents, tandis que ses doigts tremblants se réfractaient, nerveux et agités. Pas d'argent, je ne puis pas le voir, répéta-t-il encore une fois, comme physiquement terrassé par la crainte et le dégoût. Mais j'apaisai son scrupule en disant que ce n'était qu'un prêt et que s'il se sentait gêné, il n'avait qu'à m'en donner un reçu. Oui, un reçu, murmura-t-il en détournant les yeux. Il froissa les billets de banque comme quelque chose de gluant qui salit les doigts, il les mit dans sa poche sans les regarder, et il écrivit sur une feuille de papier quelques mots en traits précipités. Lorsqu'il leva les yeux, la sueur perlait à son front. Quelque chose semblait lutter violemment pour sortir de son être. À peine m'eut-il remis nerveusement ce bout de papier qu'il fut saisi d'un grand tremblement par tout le corps. Et soudain, malgré moi, je me reculai, effrayé. Il tomba à genoux et baisa l'ourlet de ma robe. Geste indescriptible. Sa véhémence sans pareille me fit trembler de part en part. Un étrange frisson me parcourut. Je fus toute troublée et je ne pus que balbutier. Je vous remercie d'être si reconnaissant, mais je vous en prie, maintenant, partez. Ce soir, à 7 heures, dans le hall de la gare, nous prendrons congé l'un de l'autre. Il me regarda, un éclat attendri mouillait son regard. Je crus qu'il voulait me dire quelque chose. Pendant un instant, il eut l'air de chercher à s'approcher de moi. Mais ensuite, il s'inclina soudain encore une fois, profondément, très profondément, et il quitta la chambre. De nouveau, Madame C. interrompit son récit. Elle s'était levée et elle était allée à la fenêtre. Elle regarda dehors et resta debout longtemps, sans bouger. Je voyais comme un léger tremblement dans la silhouette de son dos. Brusquement, elle se retourna avec fermeté. Ses mains, jusqu'alors calmes et indifférentes, eurent tout à coup un mouvement violent, un mouvement tranchant, comme si elle voulait déchirer quelque chose. Puis elle me regarda durement, presque avec audace, et elle reprit d'un seul coup. Je vous ai promis d'être entièrement sincère, et je m'aperçois combien nécessaire était cette promesse, car c'est à présent seulement, en m'efforçant de décrire pour la première fois d'une manière ordonnée tout ce qui s'est passé dans cette heure-là, et en cherchant des mots précis pour exprimer un sentiment qui était alors tout replié et confus. C'est maintenant seulement que je comprends avec netteté beaucoup de choses que je ne savais pas alors, ou que peut-être je ne voulais pas savoir. C'est pourquoi je veux dire, à moi-même comme à vous, la vérité, avec énergie et résolution. Alors, à cette heure-là, quand le jeune homme quitta la chambre et que je restai seule, ce fut comme un évanouissement qui s'empara lourdement de moi, j'eus la sensation d'un coup venant frapper mon cœur. Quelque chose m'avait fait un mal mortel, mais je ne savais pas, ou bien je refusais de savoir, de quelle manière l'attitude à l'instant si attendrissante et pourtant si respectueuse de mon protégé m'avait blessée si douloureusement. Mais aujourd'hui que je m'efforce de faire surgir tout le passé du fond de moi-même, comme une chose inconnue, avec ordre et énergie, et que votre présence ne tolère aucune dissimulation, aucune lâche échappatoire d'un sentiment de honte, aujourd'hui, je le sais clairement. Ce qui alors me fit tant de mal, c'était la déception.
La déception que ce jeune homme fût parti si docilement, sans aucune tentative pour me garder, pour rester auprès de moi, qu'il eût obéi humblement et respectueusement à ma première demande l'invitant à s'en aller, au lieu d'essayer de me tirer violemment à lui, qu'il me vénéra uniquement comme une sainte apparue sur son chemin et qu'il ne sentit pas que j'étais une femme. Ce fut pour moi une déception que je ne m'avouai pas, ni alors ni plus tard. Mais le sentiment d'une femme, c'est tout, sans parole et sans conscience précise. Car maintenant, je ne m'abuse plus. Si cet homme m'avait alors saisi, s'il m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison intérieure, je me serais enfuie avec lui, comme cette Madame Henriette avec le jeune Français que la veille elle ne connaissait pas encore. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune et mon honneur. Je serais allée mendier, et probablement il n'y a pas de bassesse au monde à laquelle il ne m'eût amené à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur et réserve. Si seulement il s'était avancé vers moi en disant une parole ou en faisant un seul pas, s'il avait tenté de me prendre, à cette seconde j'étais perdue et liée à lui pour toujours. Mais je vous l'ai déjà dit, cet être singulier ne jeta plus un regard sur moi, sur la femme que j'étais. Et combien je brûlais de m'abandonner toute, je ne le sentis que lorsque je fus seule avec moi-même. Lorsque la passion, qui un instant auparavant exaltait encore son visage illuminé et presque séraphique, fut retombée obscurément dans mon être et se mit à palpiter dans le vide d'une poitrine délaissée. Je me levai avec peine, mon rendez-vous m'était doublement désagréable. Il me semblait que mon front était surmonté d'un casque de fer lourd et oppressant, sous le poids duquel je chancelais. Mes pensées étaient décousues et aussi incertaines que mes pas lorsque je me rendis enfin à l'autre hôtel, auprès de mes parents. Là, je restai assise, morne au milieu d'une causerie animée, et j'éprouvais un sentiment d'effroi chaque fois que par hasard je levais les yeux et que je rencontrais ces visages inexpressifs qui, comparés à l'autre, animés comme par les ombres et les lumières d'un jeu de nuages, me paraissaient glacés ou recouverts d'un masque. Il me semblait être au milieu de personnes mortes. Si terriblement dépourvue de vie était cette société. Et tandis que je mettais du sucre dans ma tasse et que je disais quelques mots, l'esprit absent, toujours au-dedans de moi-même surgissait comme sous la poussée brûlante de mon sang cette figure dont la contemplation était devenue pour moi une joie ardente, et que, pensée effroyable, dans 1 ou 2 heures je verrais pour la dernière fois. Sans doute, malgré moi, j'avais poussé un léger soupir ou un gémissement, car soudain la cousine de mon mari se pencha vers moi pour me demander ce que j'avais et si je ne me trouvais pas bien, car j'avais l'air toute pâle et toute soucieuse. Cette question inattendue fut vite saisie par moi comme l'occasion de déclarer aussitôt qu'effectivement je souffrais d'une migraine. Et je demandai la permission de me retirer discrètement. Ainsi rendue à moi-même, je rentrai en toute hâte à mon hôtel. À peine y fus-je et m'y trouvai-je seule que de nouveau j'éprouvai un sentiment de vide et d'abandon, et que le désir d'être auprès de ce jeune homme que je devais quitter aujourd'hui pour toujours m'étreignit avec fureur. J'allais et venais dans ma chambre, j'ouvrais sans motif des tiroirs. Je changeais de costume et de ruban pour me retrouver brusquement devant le miroir, me demandant d'un œil inquisiteur si ainsi paré, je ne pourrais pas attacher son regard sur moi. Et subitement je me compris. Faire tout pour ne pas le quitter. Et dans une seconde, toute de véhémence, ce désir devint une résolution. Je courus trouver le portier de l'hôtel lui annonçant que je partais aujourd'hui même par le train du soir. Et maintenant il s'agissait de faire vite. Je sonnai la femme de chambre pour qu'elle m'aidât à préparer mes bagages, car le temps pressait. Tandis qu'avec une commune hâte, nous entassions à qui mieux dans les malles les vêtements et les menus objets usuels, je me représentais par avance tout ce que serait cette surprise. Comment je l'accompagnerais jusqu'au train, et lorsqu'au dernier, au tout dernier moment, il me tendrait déjà la main pour l'adieu final, comment je suivrais brusquement dans le wagon le jeune homme étonné,
pour être avec lui cette nuit-là, la nuit suivante et tant qu'il me voudrait. Une sorte d'ivresse ravie et enthousiaste tourbillonnait dans mon sang. Parfois je riais très fort, à l'improviste, tout en jetant les robes dans mes malles, au grand étonnement de la femme de chambre. Mon esprit, je le sentais bien, n'était plus dans son assiette. Lorsque le commissionnaire vint pour prendre les malles, je le regardais d'abord d'un air de surprise. Il m'était trop difficile de penser aux choses positives, tandis que l'exaltation faisait déborder entièrement mon âme.